plaisir de recevoir Jean-Noël Galzin, qui est fondateur et président-directeur général de la société Walix. Jean-Noël Galzin, bonjour. Bonjour. Alors, comme vous le savez, dans cette rubrique invité de la semaine, la première question qu'on pose à nos invités, c'est de nous dire un peu l'actualité qui a retenu leur attention de la semaine passée. Donc, pour vous, qu'est-ce qui dans les tant d'événements qui ont pu arriver la semaine dernière, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Alors, je vais rester centré sur le sujet de la cybersécurité, et c'est vrai que, si vous voulez bien, et c'est vrai que je pense à une initiative que nous avons soutenue chez Walix, mais que nous avons aussi soutenue à travers le groupement Exatrust, aux côtés d'une start-up qui s'appelle IDEXI, et qui concerne la création, la publication d'un guide pour les dirigeants sur la cybersécurité. Et je pense que c'est un événement, donc c'est une opération qui est faite avec Challenge, donc c'est un journal qui est vraiment un journal généraliste, dit généraliste, c'est pas de la presse spécialisée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit que le sujet de la cybersécurité occupe la une de nombreux journaux, à sensation parfois. Je crois qu'on pourrait tous les jours quasiment faire un titre là-dessus. Enfin, c'est ça. Effrayant. C'est ça. Donc on voit que c'est un phénomène qui touche tout le monde. Ça touche tout le monde, la cybersécurité, comme le numérique, puisque les deux sont indissociables. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on regarde les budgets informatiques des entreprises, lorsqu'on regarde les priorités en matière de numérique, la cybersécurité est au cœur du numérique, de la transition numérique, la fameuse transformation numérique. Ceci étant, les budgets ne suivent pas encore. On a fait faire une étude récemment avec IDC pour les interroger sur leurs priorités budgétaires en matière d'équipement cyber, et on voit que les budgets ne bougent pas. On voit que les priorités sont plus nombreuses autour du GDPR, du groupement de la protection des données personnelles, en ce qui concerne la protection contre les fuites de données. Le risque de fuite de données, c'est de se retrouver décrédibilisé, retrouver son entreprise décrédibilisée, perte de la valeur. Et bien malgré ça, les budgets ne changent pas et la proportion du budget cybersécurité dans le budget IT n'augmente pas. Alors à votre avis, est-ce que c'est une mauvaise compréhension, une sensibilisation pas encore assez forte des dirigeants, ou est-ce que c'est à partir du moment où eux sont sensibilisés et ont bien compris de quoi ils retournaient, ça prend un peu de temps pour redescendre les couches et arriver aux décideurs de l'IT et du numérique ? Moi, je pense que c'est un petit peu, vous savez, on est en pleine balle au mur, là, et on a lancé la balle contre le mur, et donc le sujet est monté dans les priorités. Maintenant, il n'est pas encore redescendu, c'est-à-dire que les budgets nouveaux n'ont pas été affectés. Donc pour moi, ça n'est pas encore redescendu des COMEX ou des directions générales vers les directions informatiques et les directions sécurité informatique. Donc il faut être réaliste quand on est chef d'entreprise, on doit être pragmatique, on doit créer de la valeur et protéger la valeur de ses actionnaires ou de son entreprise. Et donc, devant cette urgence à la fois numérique et donc de protection numérique, eh bien, il faut mettre en place, évidemment, les moyens qu'il faut. Et là, on doit rattraper un retard qui date d'il y a bien longtemps. Moi, je le vois... Walix est un spécialiste des comptes à privilèges. Les comptes à privilèges, c'est un peu les portes d'entrée vers tous les systèmes, que ce soit les systèmes portables, individuels, les devices mobiles, les smartphones, les tablettes, ou les serveurs, les équipements, les applications. Et on voit aujourd'hui, selon le Gartner, entre 5 et 25% selon les pays, des entreprises sont équipées. C'est-à-dire qu'on est en train d'empiler des investissements dans le numérique et on n'a pas encore protéger les portes d'entrée, les clés d'accès. Oui, mais enfin, a priori, c'est quelque chose qui devrait arriver dans les 2-3 ans qui viennent. Enfin, d'ailleurs, il peut y avoir plusieurs cas. C'est-à-dire que les entreprises, certaines d'entre elles vont être impactées par des problèmes de sécurité. Oui. Donc là, ils vont réagir, mais réagir sous la contrainte. Oui. Et donc, ça va être douloureux. Oui. Et puis, il y a celles un peu plus raisonnables et réfléchies qui vont comprendre que c'est un gros problème et que donc, il faut y aller. Donc, a priori, on vous réinvitera dans 2-3 ans pour voir si les choses... Faire le compte. Je crois que, oui, votre analyse, elle me paraît juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont se prendre des gadins, si je puis dire, qui vont prendre des attaques. Guillaume Poupard, vous avez peut-être vu cette année au FIC, au Forum international de la cybercriminalité, a commencé à parler de risques
létaux ou risques vitaux pour les personnes. Par exemple dans l'informatique industrielle qui pourrait être connectée, ou la cyberdéfense. Il y a des risques de cette nature. Et puis de l'autre côté, il y a des entreprises qui effectivement vont considérer que pour elles, finalement, investir dans la cybersécurité, en même temps qu'elles investissent dans la transformation numérique, ça va leur donner un avantage concurrentiel, ça va leur permettre de donner un avantage en termes de qualité des produits, parce qu'un service connecté sans protection, c'est un service de mauvaise qualité. La cybersécurité, c'est un standard et qui sera encore plus nécessaire parce qu'il y a des réglementations aujourd'hui, particulièrement en Europe, comme le règlement de la protection des données, qui vont obliger les entreprises qui ont des données utilisateurs, des données clients, des données personnelles, à mettre les moyens qu'il faut pour garantir à leurs utilisateurs, à leurs clients, qu'il n'y a pas de risque d'exploitation par n'importe qui de ces données. Et puis ensuite, il y aura vraisemblablement quelques exemples. Lorsque vous interrogez les magistrats sur ce sujet, j'ai cru comprendre que le législateur, s'il y avait des cas avérés, ferait des exemples pour montrer que, il faut prendre conscience de l'urgence de la protection des données personnelles et des infrastructures sensibles. Très bien, bon, on retiendra ce message, en tout cas auprès des dirigeants. Alors on va parler un petit peu de Walix. Donc Walix, vous êtes la société spécialiste de ce qu'on appelle la gestion des comptes à privilèges. Oui. On vous en avait déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous pourriez nous redire en 2 mots de quoi il retourne et comment finalement ça se greffe sur cette évolution du numérique, enfin qui n'est pas une évolution, c'est une vague qui nous submerge un peu. Donc je suppose que avec cette vague, vous surfez sur la vague et donc vous devez évidemment prendre un peu tout ce qui arrive. Alors moi je surfe sur les vagues depuis que je suis tout petit, hein. Donc j'aime beaucoup ça. Mais maintenant c'est des très grosses vagues. Voilà, donc là ce sont des grosses vagues. Alors les big waves en surf c'est très intéressant, c'est assez unique. C'est dangereux aussi. Ça peut être très dangereux, c'est pour ça qu'il faut se protéger effectivement contre les risques. C'est vrai que nous on est spécialisé dans les comptes à privilèges. Depuis le départ, en fait, notre premier produit, Walix Admin Bastion, on l'a mis sur le marché en 2009. On a fait nos premiers 100 000 euros, nos premiers clients à ce moment-là, et puis on a publié nos résultats la semaine dernière. Ça aurait pu être 7 millions d'euros ça, alors, 7 380 000 euros, aurait pu être l'événement de la semaine dernière, hein, mais vous m'avez demandé de choisir en dehors de Walix. Et effectivement, donc on est en hyper-croissance, donc on fait plus de 50% de croissance par an. On a accéléré la croissance encore en 2016, puisqu'on a fait plus de 60% de croissance logicielle. Oui, vous parlez de surfer sur la vague, je dirais plutôt que on parlait de cette gestion des priorités de cybersécurité dans les entreprises. On voit aujourd'hui, nous, parmi nos clients, des entreprises qui ont investi dans des équipements pour porter le numérique, dans des logiciels, des applications, qui mettent en place des data centers, qui mettent en place tout un tas de nouveaux services, de nouveaux systèmes informatiques. Et évidemment, quand on fait ces investissements dans les infrastructures ou les systèmes numériques, on a besoin de s'assurer qu'on ne le fait pas sans oublier au passage les portes dérobées, les risques de backdoor, et c'est là qu'effectivement les comptes à privilèges sont rentrés dans les priorités majeures de la gouvernance des systèmes d'information. C'est-à-dire que lorsque je vais démarrer l'architecture de mon système d'information pour aller dans la transition numérique, eh bien, je vais mettre en place des firewalls, et en parallèle, les firewalls vont me permettre de gérer les flux avec mes utilisateurs. Et en parallèle, je vais mettre en place une gouvernance, un système de gestion des comptes à privilèges pour gérer tout ce qui est les accès aux données sensibles, les utilisateurs de comptes à privilèges, de comptes à pouvoir, les admin systèmes, les gestionnaires de bases de données, les prestataires externes, les prestataires internes, toutes les données qui vont dans le cloud, et pouvoir garder la maîtrise des clés de mon système d'information. Et c'est ça que nous faisons. Donc nous gérons les comptes à privilèges, les identifier, les centrer, les centraliser, les tracer à un endroit donné, gérer toute la problématique des mots de passe de l'infrastructure. Oui, les mots de passe, c'est un casse-tête. C'est la première cause, c'est le premier risque informatique aujourd'hui. Ça pullule, il y en a partout des mots de passe. Donc à un moment donné, il faut se dire... Il y en a partout, même sur les murs, sur des post-it. Même sur les...
Tout à fait. Et enfin, ce qui s'est passé, l'impact de ce qui s'est passé à l'époque chez TV5 Monde a été quand même assez dramatique. Oui, donc effectivement, c'est les mots de passe, la problématique des mots de passe, et puis bien sûr la gestion des accès externes ou des accès prestataires, et enfin la traçabilité, notre technologie du Bastion, cette technologie qui permet de tracer en temps réel ou d'enregistrer toutes les preuves d'utilisation des utilisateurs qui se connectent aux données sensibles de l'entreprise, c'est maintenant, ça devient un standard de la gouvernance, de la saine gouvernance des systèmes d'information. Au passage, après on va parler un peu de l'actualité Walix, mais au passage, cette traçabilité des accès, est-ce qu'elle a une valeur juridique? C'est-à-dire est-ce que s'il y a eu un problème, est-ce qu'on peut, en présentant ces données-là, les utiliser devant un juge, ça a une valeur? Alors effectivement, il y a la capacité, c'est ce qu'on appelle nous l'imputabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, les traces qui sont enregistrées et qui peuvent être ensuite revues, relues, analysées au format vidéo numérique, c'est-à-dire qu'on les voit, on voit très exactement ce qui est tapé au clavier, les applications qui sont ouvertes, les actions qui sont réalisées, les éventuelles erreurs humaines, parce que c'est souvent plus des erreurs humaines que des attaques informatiques malveillantes. Et effectivement, ça peut être utilisé ensuite pour renégocier avec son prestataire s'il y a eu une erreur dans le cadre de son contrat de service, ou devant un tribunal si c'est une Est-ce que pour que ça ait une valeur juridique, parce que par exemple, si on veut prouver quelque chose sur un site web, il faut faire appel à un huissier, c'est compliqué, ça coûte assez cher, même pour un particulier, parce qu'il y a tout un tas de... Il y a une démarche qui est codifiée. Est-ce que là, c'est un peu pareil? Nous avons des clients, Walix, qui ont utilisé ces traces informatiques pour régler des litiges. Et ça a été efficace? Ça a été efficace. Et parfois, c'est plus efficace que d'aller au tribunal. C'est-à-dire que vous envoyez un email, le responsable sécurité, par exemple. J'ai vécu avec un client une réunion téléphonique où étaient autour, dans la conversation, les prestataires notamment, et nous étions présents. Et en envoyant le film des événements, d'un seul coup, il devient difficile de ne pas dire ce qui s'est passé et qui se voit à l'écran. Donc on est dans la notion, si vous voulez, la technologie Bastion, c'est la caméra de surveillance du système d'information. Donc quand les gens se connectent à travers le Bastion au système d'information, ils sont prévenus, on se doit de prévenir la CNIL, et ils sont prévenus qu'ils peuvent être enregistrés par le système, et ça change le rapport, on va dire, ça sécurise à la fois l'entreprise qui va déléguer cette connexion, mais aussi vis-à-vis de celui qui se connecte, qu'il soit employé ou prestataire, ça lui permet, lui aussi, s'il est de bonne foi et s'il travaille, s'il n'a pas fait d'erreur, de prouver que l'erreur ne vient pas de lui. Donc c'est un double, un win-win. Quand on pense à engager une action en justice, on le sait bien, hein, le mieux c'est de régler ça avant d'aller au tribunal. D'anticiper en fait, il faut anticiper. Alors, il y a une actualité qui a été assez riche ces derniers temps chez Walix, puisque vous avez fait des annonces de solutions verticalisées, donc dans la santé, dans l'industrie, dans la banque. Vous avez fait aussi le cloud, vous n'échappez pas à cette nouvelle vague du cloud qui submerge tout le monde. Donc vous êtes sur Azure et puis AWS. Et puis il y a aussi une annonce aussi que vous avez faite très récemment qui s'appelle OLS. Donc on va commencer par les solutions verticales. Assez rapidement, il y a besoin d'avoir, parce qu'on a l'impression que c'est un problème un peu générique. Pourquoi il y a besoin d'avoir des solutions spécifiques à des secteurs? En fait, c'est important de comprendre que la cybersécurité est au cœur de la transformation numérique. Et les comptes à privilèges, encore une fois, c'est un petit peu le point névralgique, le point sensible. C'est-à-dire que vous pouvez empiler les systèmes de sécurité. Si vous ne gérez pas vos comptes à privilèges, eh ben vous laissez, c'est le gruyère. Voilà, vous laissez des portes d'entrée un petit peu partout. Donc maintenant, les risques ne sont pas les mêmes suivant qu'on travaille dans la banque ou qu'on est dans un établissement hospitalier et qu'on doit gérer beaucoup de mobilité et des problématiques de connexion, mais d'urgence au quotidien. Par ailleurs, il y a des normes, des réglementations qui sont propres aux différents métiers. Donc c'est cet aspect-là aussi que vous gérez, les réglementations qui s'imposent. Tout à fait. Alors donc, effectivement, on adapte, si vous voulez, notre offre. Alors, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, Walix a 425 clients.
Donc ce sont des clients qui tous les jours accèdent à leur système, enfin dont les utilisateurs de comptes à privilèges accèdent aux équipements, aux applications, aux systèmes à travers le Wallix Admin Bastion, notre bastion installé chez le client. Et donc nous avons retiré de toute cette expérience un certain nombre de particularités. On essaye de les traduire effectivement dans des solutions verticalisées pour ces différents secteurs que vous évoquez. Alors vous aviez fait référence à l'image du gruyère. Vous savez, plus il y a de gruyère et plus il y a de trous. Enfin, vous connaissez. Ça. Alors le deuxième point, c'est le cloud. Donc là, ça me paraît relativement normal ou simple, je ne sais pas comment on peut dire, mais que vos offres finalement soient disponibles ou sur Azure et sur AWS, puisque c'est les deux, enfin il y en a d'autres, mais en tout cas vous avez commencé par les gros, donc c'est un peu ça l'idée. Alors on a créé effectivement, on constate aujourd'hui, alors en France, c'est peut-être un tout petit peu moins le cas qu'ailleurs, mais dans d'autres pays, donc au Moyen-Orient par exemple, aux États-Unis, au Canada, on constate qu'il y a une émergence, une demande pour que nos solutions soient accessibles à la fois pour leur système d'information, mais aussi pour toutes les données et tous les systèmes qui vont peu à peu héberger ou lancer dans le cloud. Donc effectivement, nous avons adapté notre offre, c'est ce que nous appelons Web in the Cloud, dans les clouds, les deux clouds majeurs, on va dire. Et c'est une première étape qui permet ainsi à un responsable sécurité ou un directeur informatique qui prend la décision, on va dire, de mixer plusieurs modes de délivrance de l'informatique, de services informatiques. Pour son service informatique, eh bien, on va lui permettre, quelle que soit la localisation de ces données ou de ces systèmes, de pouvoir bénéficier indifféremment des différentes fonctionnalités du produit et de gérer les mots de passe et les autorisations d'accès, quels que soient ces accès. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est une première étape pour nous et on constate que, en particulier dans les très grandes entreprises, c'est particulièrement important d'offrir les deux possibilités. Très bien. Et puis alors le dernier point, c'est OLS. Donc ça, c'est un peu plus spécifique, mais est-ce que vous pouvez nous... C'est-à-dire que c'est effectivement une nouveauté. Nous, on va un cran plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui sont en SaaS ou qui font du PaaS, donc toutes les applications en mode service, mais aussi toutes les plateformes en mode service, le Web in the Cloud, notre solution de bastion en mode Web in the Cloud, permet de résoudre toutes les problématiques de traçabilité des comptes à privilèges et de gestion des mots de passe. Maintenant, là, on est en train d'aller un cran plus loin. On a fait un travail, en fait, en 2017. En 2016, on a fait une acquisition au mois d'avril, une société qui s'appelle ML State, avec une équipe très spécialisée sur ces technologies du cloud. Donc, son dirigeant, donc Henri Binstock, est devenu notre directeur de l'innovation en 2017, début 2017, et on travaille ensemble sur un projet qui s'appelle OLS, donc AWLE2S. Et en fait, l'idée d'OLS, c'est de pouvoir aller sur ce qu'on appelle le IaaS, donc l'infrastructure as a service, et c'est permettre à tous ceux qui vont déployer de nouvelles applications directement, nativement, dans les grandes plateformes de cloud publiques, qu'ils aient une visibilité et qu'ils puissent améliorer l'efficacité, automatiser un certain nombre de processus sans perdre la sécurité dans ces infrastructures as a service. Voilà. Et donc OLS, la particularité d'OLS, c'est d'être au départ développé sur Amazon et on a un développement natif qui va permettre à tout un tas de DevOps, par exemple de développeurs DevOps ou ceux qui ont choisi ce mode de production de l'IT, de pouvoir avoir une traçabilité, un suivi de toute cette activité-là, comme il l'avait dans un système d'information classique. C'est un besoin aujourd'hui du marché. Alors, on l'a fait en logiciel libre. C'est un logiciel libre. On est en train de créer une communauté. Et effectivement, nous avons eu une très bonne surprise puisque nous avons ouvert le GitHub il y a une semaine. On a été pendant près d'une semaine premier dans les téléchargements GitHub, ce qui marque vraiment avec plus de 2000, on doit être à pas loin de 2500 personnes intéressées, téléchargeant et testant la solution. Et donc pour nous, nous revenons, si je puis dire, à nos premières amours du logiciel libre pour essayer d'aller proposer
d'avoir une vision de la sécurité, quel que soit le mode de production qu'on a. Si je me souviens bien, Walix, c'est WAL et Linux, c'est ça? Donc il y avait cette idée de logiciel libre dès le départ de l'entreprise. C'est notre ADN. Voilà, moi, ma société précédente, c'était un champion du logiciel libre. Quand j'ai démarré Walix, on l'a démarré avec des ingénieurs spécialisés dans les logiciels libres, et j'ai toujours été très impliqué dans les systèmes ouverts, les logiciels libres, fait beaucoup de promotions autour de ça, et ça reste pour nous, il y a des composants de notre solution qui sont en logiciel libre, notamment le proxy par exemple qui gère tous les environnements Windows. C'était le projet, s'appuie sur le projet Redemption dont nous sommes à l'origine et qui est un logiciel libre. Et effectivement, là, OLS nous permet de revenir dans le cloud, proposer d'aller dans ce monde du DevOps très actif aujourd'hui. Très bien. Alors, puisque vous parliez de communauté, vous êtes aussi le président de l'association Exatrust. Exatrust, oui. En fait, l'idée est relativement simple. Vous partez du fait que l'union fait la force. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs de taille moyenne, on va dire, ou petite et moyenne oui. En France qui sont spécialisés sur des domaines particuliers de la sécurité. Et donc, l'idée, c'est de se regrouper les forces pour faire vivre cette association Exatrust. Oui. Donc aujourd'hui, il y a une trentaine d'entreprises. Donc on comprend à peu près, enfin on comprend l'idée. Maintenant, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des offres conjointes et vous allez voir un client ensemble, ou est-ce que comment ça fonctionne concrètement? Alors en fait, nous sommes une trentaine d'entreprises. Les pépites technologiques de cybersécurité en France, un peu leader dans leurs différents domaines. Vous avez une idée de chiffre d'affaires global que oui, tout à fait. En 2015, ça représentait 130 millions de chiffre d'affaires. C'est significatif. 130 millions de chiffre d'affaires, effectivement. Plus de 1000 spécialistes de la cybersécurité, ce qui en fait le premier pôle d'expertise français, surtout sur ces technologies très pointues. Et ensuite, 30% du chiffre d'affaires est réalisé à l'export. 35% est réinvesti en R&D, donc c'est beaucoup, ce sont des entreprises à forte intensité d'innovation, si vous voulez. Et ensuite, ce sont des entreprises qui sont éditeurs de logiciels pour la majorité et qui, en fait, incarnent la cybersécurité made in France, si je puis dire. Voilà. C'est la French Tech de la sécurité. C'est exactement ça. C'est souvent comme ça que je l'appelle d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la French Tech de la cybersécurité. Alors avec une aspiration profonde, c'est que en fait, bon ça c'est un de mes dadas si vous voulez. Moi je crois qu'il faut qu'on passe de l'ère de la French Tech à l'ère de la French Industry. Et aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est d'être la French Industry de la cybersécurité, les industriels de la cybersécurité de demain, des nouvelles ETI qui vont émerger de ces startups et de ces PME très actives, très innovantes. Et pour ça, on a besoin de se faire connaître auprès des utilisateurs, des grands groupes, des grandes administrations. On a besoin qu'elles nous confient des projets. On a besoin d'aller voir les grands intégrateurs, les Orange Business Services, les Atos, Thales Service, Capsogeti, etc., etc. On a besoin de créer une nouvelle relation entre les grandes entreprises et les PME. Mais c'est le moteur d'Exatrust. On comprend bien, mais est-ce qu'il y a à la fois de la complémentarité, de la concurrence dans les deux? Oui, les deux. Oui, mais donc, il n'y a pas un commercial Exatrust. Il n'y a pas de commercial. Évidemment, c'est une association. C'est moi le commercial Exatrust. Bien sûr. Enfin, le VRP d'Exatrust. Ouais, voilà. Ouais. Non, en réalité, il n'y a pas vraiment de commercial d'Exatrust, mais ça n'empêche pas d'avoir une action vers les utilisateurs. C'est-à-dire que nous allons en meute, ce que les Allemands appellent la chasse en meute. Nous avons d'abord fait ensemble un travail de marketing produit pour essayer de fédérer les offres de nos 30 différentes sociétés dans des grandes solutions cohérentes qui répondent aux grandes problématiques des RSSI aujourd'hui, ou des responsables sécurité, systèmes d'information aujourd'hui. Donc vous voyez, on a fait un catalogue comme ça où on retrouve les grandes solutions, les grandes solutions Exatrust et qui
dans lesquels on a fait ce travail d'interopérabilité de nos différentes solutions et qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de répondre au-delà de nos segments. Par exemple, moi, je suis spécialisé dans les comptes à privilèges. Je vais pouvoir m'associer avec un ILEX, par exemple, sur l'IAM, un InWebo qui va proposer une solution d'authentification multifacteur. Ensuite, on va pouvoir l'associer à un système de gouvernance et de vérification de la compliance qui est fait par Brainwave. Et tous ensemble, si vous voulez, on va pouvoir répondre globalement à une entreprise qui a besoin d'aller déployer un opérateur d'importance vitale, par exemple, une société dans une utilities, dans un grand ministère qui va vouloir déployer une solution certifiée, une solution globalement souveraine, eh bien, il va pouvoir la trouver chez Exatrust en combinant comme ça nos différentes technologies. Très bien. Alors, le dernier point, donc, dans les différentes actions que vous avez lancées, Exatrust, vous avez récemment publié un livre blanc qui, là, n'est pas à destination des dirigeants, mais à destination des spécialistes techniques. Donc, est-ce que vous pouvez en dire juste deux mots ? Alors, on a effectivement publié un livre blanc sur la cybersécurité et la confiance numérique. On a travaillé là-dessus avec le pôle de compétitivité systématique Paris-Région, qui est un groupe thématique confiance numérique et sécurité. Et donc, c'est un livre blanc dans lequel on donne une espèce de vade-mecum de ce que c'est que la cybersécurité en France aujourd'hui, de ses enjeux. C'est quoi la taille du marché? C'est qui les acteurs du marché? Quelles sont les grandes problématiques, les grands risques sur lesquels... Ça s'adresse plutôt aux spécialistes Ça s'adresse globalement à une personne qui a envie d'avoir à un moment donné un état de la cybersécurité, du monde numérique, de ses relations avec le monde numérique aujourd'hui, la recherche, où en sont les acteurs de la recherche, sur quoi sont lancés les chercheurs aujourd'hui et sur quels nouveaux dispositifs ils sont en train de travailler pour nos futurs smart cities, pour les futurs véhicules connectés, comment on va régler les problématiques de protection des données personnelles. Donc ça aussi c'est traité là-dedans. Et puis on va faire un certain nombre de propositions pour transformer encore une fois ce qui est un marché naissant avec des acteurs émergents en véritable industrie. Donc comment il faut booster le financement pour les startups et les PME de la filière, comment il faut augmenter considérablement par la commande publique, mais aussi par la confiance des grands utilisateurs, la commande aux startups et aux PME françaises, si on veut qu'elles réussissent. Comment est-ce qu'il faut nouer des liens avec les acteurs industriels allemands, avec d'autres Européens pour essayer de faire émerger des champions européens du secteur. Donc créer des accélérateurs de cybersécurité, parce qu'aujourd'hui vous avez une nouvelle génération d'ingénieurs qui sont hyper intéressés par ces secteurs nouveaux dont on disait au départ de l'interview que maintenant ça touche tout le monde. Maintenant, je suis un étudiant, je vois les attaques qui ont lieu dans le domaine numérique, je vois à quel point tous mes amis utilisent le numérique, eh bien, je me dis que peut-être c'est un secteur dans lequel je vais pouvoir demain consacrer ma vie, parce que ça va me passionner. Donc tout ça, eh ben, on essaye de faire des propositions concrètes et de montrer qu'en fait, tout simplement, en France, est en train d'émerger un écosystème de la cybersécurité. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. J'ai bien noté qu'on se revoyait dans 2-3 ans pour voir si les budgets sécurité allaient augmenter. Oui, au plus tard. Au plus tard. Jean-Noël Galzin, merci beaucoup. Merci à vous.